Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter votre nouvelle émission « Les affaires de la cité ». Une émission mensuelle qui a pour but d'aborder les questions de fond qui préoccupent notre société, j'allais dire notre cité. Un an après son élection, un an que vous gérez le secteur de la santé, votre sentiment profond, c'est de dire les Sénégalais sont mieux soignés? Je ne peux pas le dire parce que vous comparez deux périodes qui étaient différentes. En 2001, quand je suis arrivée jusqu'en 2003, il y avait beaucoup d'espoir. Même à mon niveau, je considérais qu'on commençait à faire des choses intéressantes pour les populations. Et je dois dire que quand je suis revenue, j'ai trouvé un secteur beaucoup plus difficile, avec des enjeux vraiment importants, des problèmes de ressources humaines, par exemple. En 2003, nous allions à la recherche des sages-femmes ou des infirmiers. Aujourd'hui, vous avez 2000 sages-femmes qui chôment et il n'y a pas assez de recrutement. Donc les situations sont vraiment différentes, mais je pense que nous avons fait beaucoup, malgré tout, depuis un an, tant au plan de la prise en charge des maladies, notamment des maladies chroniques, mais nous avons énormément de chantiers encore devant nous. Certaines structures aussi ont eu des équipements comme des scanners, il y a eu des ambulances qui ont été distribuées, etc. Donc je pense que les choses sont en train de s'améliorer, mais c'est un secteur difficile avec des enjeux importants et je ne serai jamais satisfaite car les populations souffrent encore et ont des grands problèmes d'accès aux structures de financement de la santé. Donc je pourrais en dire beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu des choses faites, mais c'est un chantier qui est encore très, disons, nous ne sommes pas du tout là où nous aurions voulu être. Peut-être dans quelques années, nous pourrons dire nous sommes contents parce que c'est vraiment un secteur où il y a énormément de choses à faire. Quand vous vous êtes installé, vous avez fait un état des lieux de la situation globale du pays. Vos collègues en charge du budget et des finances ont eu à faire des déclarations, le ministre du budget par exemple, en disant « nous avons trouvé des caisses de l'État vides ». Qu'est-ce qu'Awa Marie Coll Seck dit? Une situation catastrophique du secteur de la santé où vous seriez plus nuancé? Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un secteur qui, heureusement, a des hommes et des femmes de qualité qui ont pu gérer ce système malgré les aléas vraiment que nous avons eus pendant 12 ans. Vous savez que c'est un secteur qui a eu 10 ministres de la Santé. Et si c'était seulement lié au ministre, peut-être que ce serait la catastrophe. Parce qu'il n'y a pas eu de vrai leadership au niveau du secteur de la santé. Par contre, vous avez un personnel qui s'est battu, il y a des enseignants, des professeurs, des médecins, des infirmiers, des garçons de salle, tout le monde s'y est mis dans le système et a fait ce qu'il a pu. Donc il y a énormément de choses aussi à redresser parce que c'était un peu laissé à soi-même. Qu'est-ce qu'il y a à redresser? Ce qu'il y a à redresser, c'est par exemple le fait qu'il y ait... j'ai eu une première chose à faire, c'était la charte du malade, que j'avais impulsée par exemple il y a 10-12 ans. Les malades ont des droits. Le personnel aussi a des devoirs, notamment le problème de l'accueil. Je crois que si nous avions travaillé et insisté sur cela pendant les 10 ans passés, aujourd'hui, on ne serait pas au niveau où nous devons encore reprendre ce genre de choses et devoir vraiment tout faire pour animer et des séminaires et expliquer aux gens ce qui doit être fait envers le malade. Donc ce sont des choses comme ça qui ont vraiment créé beaucoup de problèmes. Il y a eu également, avec l'autonomisation des hôpitaux, une dette hospitalière qui s'est vraiment accentuée et aujourd'hui les hôpitaux sont endettés. Ils ne l'étaient pas il y a 10-15 ans. On a parlé un moment de 15 milliards. C'est quoi le montant aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là? Alors, je sais que quand même, avant que je ne vienne, il y a eu chaque année sur le budget, il y a eu même une période où il y a eu 2 milliards pour rembourser la dette.
puis c'est venu à 800 et quelques millions par an. Mais je considère que c'est ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes en train de discuter, notamment avec le ministre du Budget ou le ministre des Finances, pour voir si on ne peut pas une bonne fois payer cette dette-là, car en apportant de l'argent chaque année, mais à des sommes que je considère comme dérisoires, c'est comme si on mettait une goutte d'eau dans la mer. Donc en définitive, le problème reste toujours là, et nous avons pensé qu'il fallait faire un plaidoyer pour qu'on prenne cette affaire-là sérieusement, qu'on paie les dettes aux fournisseurs et qu'on recommence à zéro avec une bonne gestion et vraiment la transparence dans cette gestion-là. Comment vous allez vous y prendre quand les caisses de l'État sont vides? Alors, les caisses de l'État étaient quand même à un niveau catastrophique. Je le dis aussi, même dans le secteur de la santé. Mais vous savez aussi qu'il y a eu du travail qui a été fait. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons quand même un budget qui a été voté, qui est notre budget. Nous allons travailler pour l'utiliser et utiliser les moyens qui ont été mis à notre disposition d'une manière adéquate. C'est dire qu'avec le temps, nous pensons pouvoir ramener l'économie sénégalaise à un niveau qui permettra au secteur de la santé aussi d'en bénéficier. Première question d'abord, l'accès aux soins de santé. Nous avons tous constaté qu'il y a des problèmes de marge bénéficiaire, puisque dans beaucoup de structures, c'est sur cette marge-là que la structure fonctionne. Mais il y a des directives, et nous avons décidé d'ailleurs d'afficher tous les prix, parce que le problème, c'est que les populations elles-mêmes ne sont pas informées des prix des différents produits. Donc ça, c'est une première démarche importante qui est en train d'être menée. La seconde démarche, avec la nouvelle directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, c'est de tout faire pour qu'on puisse s'approvisionner avec des génériques de qualité. Ça permettra aussi d'avoir des médicaments à des coûts moins élevés, mais je répète, des génériques de qualité. Ce que nous voulons, ce n'est pas des produits moins chers seulement. Ils doivent être de qualité. Cela permettra aux malades de pouvoir avoir les médicaments de bonne qualité à des prix moindres et à des prix affichés pour qu'il ne puisse pas y avoir vraiment de marge bénéficiaire faite aux dépens et de ces malades eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais votre question, d'une manière générale, me permet de parler d'un sujet qui va être sans doute abordé, qui est celui de la couverture maladie universelle. Vraiment d'améliorer aussi cet accès, en améliorant également l'offre avec une meilleure, disons, un plateau technique qui sera de meilleure qualité pour que les malades puissent vraiment se soigner et d'une manière adéquate qui serait vraiment qui rendrait tout le monde heureux en définitive. Et il y a la gestion des urgences aussi. Alors pour les urgences, oui. Je suis également d'accord avec vous parce que nous avons tous vécu d'avoir des malades en urgence et ne pas savoir quoi en faire. Et c'est pour cela qu'au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, cela est l'une aussi de nos priorités. Nous avons, j'étais justement à Ourossogui, où j'ai visité le centre d'urgence, donc d'accueil et d'urgence au niveau de cet hôpital, qui est un hôpital dans une situation assez difficile. Mais il y a un centre d'accueil et d'urgence tout neuf et qui va démarrer. L'hôpital de Fann, la même chose. Ogui aussi va avoir la même chose. Nous voulons, dans toutes les structures, qu'il y ait un service d'urgence. Cela permettra de régler beaucoup de problèmes, car l'urgence, c'est vraiment pour une famille, le désarroi, mais pour les malades également. Si vous n'êtes pas pris parfois dans les heures qui suivent, même dans les minutes qui suivent, votre état peut être un état catastrophique et vous pouvez en mourir. Donc ça, c'est une priorité pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et je crois que vous serez donc bien contents quand vous verrez que nous allons passer en revue toutes ces structures. Nous allons les visiter, nous allons les inaugurer, car ça, c'est une des priorités. Nous avons également pris des initiatives par rapport au SAMU, le SAMU national, qui va lui aussi, et qui a été renforcé avec des ambulances médicalisées et qui va jouer le vrai rôle de SAMU national à l'avenir. Donc,
les urgences, c'est une priorité et nous travaillons sur ce sujet. Concernant la mortalité infantile, le Sénégal, je viens de certaines rencontres où on me demande d'expliquer pourquoi le Sénégal réussit en matière de mortalité infantile. En effet, nous avons pratiquement atteint l'objectif de 2015 à cause d'un bon programme de vaccination pour les enfants, donc le PEV, mais également une bonne approche en matière de traitement du paludisme, qui était la première cause de mortalité chez les enfants. Notre problème, c'est la mortalité maternelle. Et ça, je peux vous dire que vous allez dire qu'elle a plein de priorités, mais c'est une priorité. Nous considérons que ce n'est pas normal qu'une femme meure en mettant au monde son enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment grave. Et nous sommes très très loin au niveau du Sénégal. Oui. Et je ne crois pas que nous atteindrons cet objectif. L'objectif ne sera pas atteint. Je ne pense pas. Alors que c'est quand même la base, c'est la mère qui donne naissance, qui donne la vie. Tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, bien sûr, le problème de l'offre aussi. Dans beaucoup de régions, vous n'avez pas de sage-femme, vous n'avez pas de gynécologue. Beaucoup de femmes accouchent encore à domicile. Mais ce qui est le plus... mais il y a des mesures qui sont prises et qui vont être renforcées. On a parlé tout à l'heure de la césarienne gratuite. Autant pour le plan Sésame, il y avait beaucoup d'insuffisances parce que le financement n'était pas là. Autant pour les césariennes, chaque année, nous payons les structures qui ont fait où il y a eu des césariennes. Donc, il y a de l'argent. Pour ce côté-là, je pense que vraiment, ça ne va aller qu'en s'améliorant. Il restait certains départements, mais maintenant, tous les départements vont être couverts. Mais je peux dire aussi qu'on a un autre problème, c'est le problème de l'espacement des naissances. Les femmes au Sénégal ont encore en moyenne presque 6 enfants. Et donc, il faut qu'on sache que dans ces conditions, il y a beaucoup de possibilités et de risques de voir la mère mourir. Nous n'avons que 12% de couverture en matière de planification familiale. Et ça, nous voulons au moins le doubler d'ici 2015. Et beaucoup de choses se font sur le terrain dans ce domaine. Donc la mortalité maternelle, c'est un tout sur lequel nous travaillons. Il faut une approche holistique qui nous permette de toucher à tous les facteurs de risque. Quelques petites secondes, vous dites faites moins d'enfants, c'est ça? Je dis espacez vos enfants. Faites moins d'enfants parce que c'est vrai que plus vous aurez des enfants, plus la mère aura des difficultés parce qu'elle n'aura pas le temps de se reposer. Quand vous faites des enfants tous les ans, même tous les 2 ans, vous n'avez pas le temps de vous reconstituer, vous êtes anémié, vous êtes fatigué. Et pour les élever aussi, c'est difficile. Donc l'espacement des naissances dans pratiquement tous les pays, je prends des pays, disons, dans notre région africaine, à l'époque, l'Égypte. L'Égypte avait fait beaucoup de progrès. Je ne sais pas, comme la situation est difficile, où est-ce qu'ils en sont. L'Iran, vous avez maintenant les pays européens, les pays américains, les pays d'Amérique du Sud. Le développement va aussi avec l'espacement des naissances. Madame le ministre, cas des hôpitaux de Fatick, Ziguinchor et Matam, presque en éternelle construction. Quand est-ce que ça va se terminer? Nous allons cette année, et nous l'avons dit, ouvrir au moins progressivement ces hôpitaux. Ils ne peuvent pas continuer à être dans l'état où ils sont. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont détériorées. Les travaux sont en cours, sont très avancés. J'ai visité ces 2 hôpitaux et je peux vous dire qu'avant la fin de l'année, nous pourrons au moins ouvrir certaines parties et il y aura des soins qui seront mis à la disposition des populations. Pour Fatick et Ziguinchor. Pour les 2 hôpitaux. Avant la fin de l'année. Tout à fait. Rendez-vous est pris et TFM sera là. Affaire de faux et usage de faux sur un marché de 72 millions en produits phytosanitaires. Certains de vos collaborateurs épinglés, vous avez déclaré chez un confrère, il n'y a pas longtemps, Le Quotidien, si ma mémoire est bonne, que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Où en est-on? Alors justement, si la loi est appliquée dans toute sa rigueur et que vous n'avez entendu parler de rien, c'est que sans doute il y a eu des enquêtes qui ont permis soit de considérer que certains avaient fauté, soit que beaucoup n'avaient rien fait. Et moi, je voudrais utiliser cette tribune pour dire que certaines choses ont été dites, et notamment dans le cadre du fait qu'il y a eu substitution à un moment
de produits. Et je dirais que les produits qui avaient été commandés étaient des produits qui étaient en fait cancérigènes, encore cancer. Et ces produits ont été changés parce qu'en France, il y a un décret qui interdit la vente de ce produit et qui propose un autre à la place qui n'est pas cancérigène, qui est un produit qu'on peut utiliser sans danger. Et c'est là comme ça que les choses ont été substituées. Et donc, il n'y avait pas de fraude. Ce n'est pas un problème de fraude. Mais pour moi, je crois que ce n'est pas moi-même qui suis impliquée. Et donc, ce que j'ai su, parce que j'ai quand même fait ma propre enquête interne, et voilà où nous en sommes. Mais il faut aussi éviter de faire l'amalgame entre ce contexte-là et le problème beaucoup plus large des produits phytosanitaires dont on a parlé, qui ont été jusqu'à plus de 5 milliards. Donc ça, je dis que tous ceux qui ont fauté, effectivement, il faut éviter aussi, ça me permet de parler de tout ce qui est corruption et autres, les personnes qui ont vraiment eu à détourner des milliards et des milliards doivent rendre ces milliards au peuple sénégalais. Qu'on évite de s'occuper de celui qui a volé un sac de riz et qui est en prison, alors que d'autres sont ailleurs. Donc il faudrait vraiment qu'on règle ces problèmes, qu'on assainisse et qu'il y ait une transparence dans la gestion des deniers publics. Je suis tout à fait pour que la loi soit appliquée à chaque fois qu'il y aura des déviations et une corruption quelconque. Dernière question, Awa Marie Coll Seck a-t-elle une ambition politique? Alors, une ambition politique, je ne voudrais pas rentrer dans des détails de définition de qu'est-ce que c'est que la politique. Moi, je considère qu'aujourd'hui, je fais de la politique. Je suis membre d'un gouvernement, je suis également à la tête d'un mouvement citoyen qui s'occupe des problèmes de la cité. Et donc, je peux dire qu'à chaque fois qu'on a un mot à dire sur ce qui se passe, on fait de la politique. Il faut penser aussi que ceux qui sont dans des partis politiques ne sont pas les seuls à faire de la politique. Moi, je considère, si c'est ça la définition, que je fais de la politique. Je n'ai pas une ambition. Vous savez, j'ai déjà fait beaucoup dans ma vie. Après avoir été la première femme sénégalaise agrégée de médecine, peut-être d'être la première présidente de la République, ça ne vous effleure pas l'esprit? Je pense que je n'y pense pas, mais je peux vous demander de faire un sondage dans ma famille et je crois que c'est une chose qu'on ne me conseillera pas du tout parce qu'ils ont déjà assez de problèmes avec moi au niveau où je suis. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au moment où l'université sénégalaise, on le dit, est en crise, comment, tout de suite, quand vous avez été nommé ministre, vous avez attaqué ce problème? Il faut dire que je n'ai pas perdu de temps, parce que d'abord, c'est une responsabilité confiée par le président de la République. Servir au plus haut niveau son pays, je pense qu'appelle à mobiliser son énergie, ses connaissances, ses compétences et aussi tout l'espace pour essayer tout de suite de s'attaquer à ce système qui est en crise, comme vous l'avez dit. Et vous le confirmez, il est en crise? Il est en crise. Et la concertation, d'ailleurs, a eu à le dire, et le comité de pilotage dans son pré-rapport. Ce n'est pas nouveau. Mais j'ai eu l'avantage d'être dans le système et d'avoir participé à beaucoup de réflexions, d'en avoir dirigé certaines. Et je pense que ceci m'a permis tout de suite de mettre en œuvre une des instructions importantes du président de la République, qui était la tenue des concertations nationales pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Car il s'agit ici d'avoir un diagnostic et d'avoir une feuille de route pour la décennie à venir. Et je pense qu'au bout de 4-5 mois, nous avons pu tenir ces concertations grâce à une équipe, un comité de pilotage dynamique avec le professeur Souleymane Bachir Diagne. Nous nous sommes aussi mis en relation avec les partenaires, puisque nous avons rencontré très tôt les syndicats, les parents d'élèves,
en fait, tous ceux qui sont concernés par l'école et l'enseignement supérieur, le monde du travail, le MEDES, le CNP et d'autres structures, pour nous faire une idée claire et aussi amener tout le monde à comprendre. Et vous l'avez dit dans votre introduction, que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont les principaux leviers du développement économique de ce pays. Si nous voulons atteindre l'émergence économique, c'est là qu'il faut appuyer. Donc il faut résoudre les problèmes et regarder vers l'avenir en mettant en œuvre évidemment une politique qui, de toute façon, devra résoudre des problèmes qui sont devant nous. Vous voyez, l'année dernière, nous avions eu 33 000 bacheliers, avec 70% de littéraires. Dès maintenant, nous avons 107 000 candidats au bac. Vous imaginez le saut. C'est une excellente chose, mais en même temps, il faut se préparer, d'autant plus que c'est des bacheliers avec un profil qui n'est pas adapté à ce que nous voulons faire à travers l'économie du pays. Donc nous nous sommes attaqués tout de suite à cela. Les questions des infrastructures, l'ouverture du premier institut supérieur d'enseignement professionnel, la planification de la carte universitaire et de l'accès, et en même temps les questions latentes, les questions qui étaient là en suspens, les questions posées par les syndicats et posées par les étudiantes et les étudiants. Voilà un peu en quelques mois le pain quotidien, en tout cas du travail que nous faisons au niveau de ce ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. 80 000 étudiants avec des étudiants qui se mettent debout ou qui s'asseyent sur terre pour suivre les cours. Comment en est-on arrivé là? Vous savez, c'est un processus historique. Si vous vous souvenez, en 1990, lorsque le gouvernement du Sénégal voulait ouvrir l'université de Saint-Louis, un certain nombre de partenaires au développement avaient dit que le Sénégal n'avait pas besoin de seconde université. En 92-93, lors des concertations nationales sur l'enseignement supérieur, il était dit qu'il fallait ramener les effectifs de l'université de Dakar à 15 000 étudiants. C'est pour dire simplement que pendant une période de l'histoire de ce pays, on a cru comprendre, contrairement aux pays émergents d'Asie du Sud-Est et même d'Amérique latine, que l'enseignement supérieur et la recherche, ce n'était pas important pour le développement de ce pays. Donc il y a eu un retard de planification. Il y a une tentative de rattrapage en 2007 avec l'arrivée de l'université de Thiès, du CUR de Bambey qui par la suite est devenu l'université Alioune Diop de Bambey et de l'université de Ziguinchor qui auparavant était aussi prévu comme étant un CUR. Mais la politique de mise en place d'infrastructures n'a pas suivi et l'université Gaston Berger de Saint-Louis n'a pas pris en tout cas l'envol au niveau des effectifs qui était attendu. Et donc c'est l'université Cheikh Anta Diop qui a pris l'essentiel des effectifs des bacheliers orientés dans le public. Et du coup aussi, il faut le dire, l'enseignement supérieur privé a commencé à se développer. Et aujourd'hui, nous vivons une situation qui n'est pas acceptable, qui est l'état actuel de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le gouvernement a pris la décision cette année d'orienter 6 600 étudiantes et étudiants dans l'enseignement supérieur privé pour faire baisser la pression sur l'UCAD et nous permettre de mieux gérer les effectifs en attendant, dans les 5 années à venir, une politique, et je vous en parlerai si vous le voulez bien, d'élargissement de la carte universitaire pour, comme l'a dit M. Moustapha Sall, faire décroître de manière drastique les effectifs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais que faire de 107 candidats au baccalauréat quand on a déjà des effectifs pléthoriques, quand on est en retard par rapport aux infrastructures pour accueillir les étudiants? Alors là-dessus, c'est une question majeure. C'est pourquoi le gouvernement a une politique
diversifiée pour résoudre ces questions. Vous le savez, des bâtiments ne poussent pas en un jour. Ça demande un temps de mise en place. Mais déjà, au sein de toutes les universités, il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont commencé à être construites depuis 2006, 2007, 2008. Nous sommes en train de les finaliser. Je pense que d'ici 3 mois, nous aurons terminé l'essentiel de ces infrastructures, sauf un chantier à Ziguinchor pour lequel le marché sera résilié. Ensuite, nous avons dans le cadre du projet PGF-SUP que le gouvernement a conclu avec la Banque mondiale, un projet de construction qui concerne pour 3 milliards Ziguinchor, 3 milliards Saint-Louis, 3 milliards Thiès, 2 milliards Bambey et des réhabilitations de locaux pour l'université Cheikh Anta Diop. Ce projet, le volet architectural est terminé. Les chantiers vont démarrer au début de l'année universitaire 2013-2014. Ensuite, vous l'avez vu, en décembre et janvier, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier décret qui crée la 2e université de Dakar sur le site de l'université du futur africain, qui va être une université de l'ordre de 30 000 étudiants et une université d'excellence. Et le financement est acquis avec la Banque mondiale. Le président de la République a signé aussi le décret qui crée l'université du Sine Saloum de Kaolack avec 4 endroits qui est Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. C'est une université à orientation agricole et métiers connexes. Et déjà dans le BCI 2013, il y a un financement dedans. Sur quel délai? Parce que le flux d'étudiants n'attend pas. Non, je suis précision en train... importante, oui. C'est-à-dire qu'on parle d'effectifs pléthoriques, alors qu'en réalité, on est en sous-effectif quand on parle de population estudiantine. La norme de l'UNESCO fixe ça à 2% pour 100 000 habitants. Nous sommes en deçà de ça, on est autour de 0,5%. Oui, nous sommes en train, je vous dis, le plan que nous avons, et vous allez vous rendre compte que nous allons répondre à toutes ces questions. Ensuite, nous avons le réseau d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Vous avez le premier, vient de démarrer cette année à Thiès, qui est donc des formations Bac plus 2, des formations professionnelles avec une période d'immersion en entreprise. Cet ISEP, le premier, est financé par la Banque mondiale. Et la carte universitaire va comporter, dans les régions telles qu'elles existent aujourd'hui, 14 ISEP. Un ISEP dans chaque région. Et qui va être orienté dans les potentialités économiques de la région. À cela, il faut ajouter maintenant l'université virtuelle sénégalaise. Vous le savez bien que ces murs n'ont pas le temps de se mettre en place, à part les infrastructures en cours. Et cette université virtuelle, le comité de pilotage a été mis en place. Elle est accompagnée par les espaces numériques ouverts qui sont des bâtiments d'un étage avec 200 ordinateurs accessibles 24 heures sur 24. Ceci, à cela, il faut rajouter l'enseignement supérieur privé qui est là et qu'on a utilisé cette année pour les institutions qui avaient des filières accréditées par le CAMES. C'est tout cela qui va nous permettre d'accompagner dans cette courte période, en attendant que toutes les infrastructures à l'horizon 2015-2016 ou 2016-2017 soient en place, pour accompagner l'orientation du nouveau bachelier et aussi en prenant en charge les changements qu'apportent ces 78 recommandations, qui est d'orienter vers plus de professionnalisation et aussi plus d'adéquation avec les perspectives d'emploi et plus aussi de capacité des étudiantes et des étudiants de créer eux-mêmes leur propre emploi dans notre société. La recherche est la base du développement. Aujourd'hui, l'innovation, vous l'avez dit tantôt, et la recherche, même au niveau des entreprises, c'est la base de la performance. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le ministre, dans ce sens? Très bien. Merci beaucoup. Je pense que cela revient à la question que M. Khan avait posée tout à l'heure. Ces niches d'excellence que nous avons, parce que ces étudiants
ces doctorants qui sont devenus docteurs et travailleurs, au Canada, bénéficient d'une exemption des prédocs, alors que des doctorants venant d'autres pays ont l'obligation de faire ces prédocs. Alors, je pense qu'il y a d'abord l'amélioration des conditions des enseignants-chercheurs et des chercheurs dans notre pays. L'amélioration des salaires intervenue il y a quelques années a fait en sorte qu'un certain nombre d'enseignants-chercheurs et de chercheurs qui sont à l'étranger sont rentrés au niveau du pays. Et nous en avons noté beaucoup, aussi bien au niveau de Saint-Louis, à Dakar, au niveau de Ziguinchor, Bambey, au CESAG et dans certains établissements. C'est la fameuse fuite des cerveaux. Je préfère la mobilité des cerveaux, parce que je reviendrai à cela. Parce que pour moi, ce phénomène est historique et il est de tout temps. Les espaces qui offrent plus de chances d'épanouissement intellectuel sont attractifs et attirent le plus de monde depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge et aujourd'hui, on le sent, on l'a vu aux États-Unis, l'Asie commence à jouer son rôle et peut-être demain l'Afrique jouera son rôle. Nous avons besoin de former beaucoup, particulièrement dans ces domaines de sciences et de technologie. Nous avons besoin aussi qu'une partie aille à l'étranger. Une partie, partout. Si aujourd'hui nous voulons former, nous voulons des spécialistes dans des domaines très pointus, de la recherche ou de l'industrie, nous n'avons pas ces industries-là. Nous avons besoin d'avoir des jeunes Sénégalais à l'étranger qui prennent de l'expérience, qui prennent de la compétence, mais ce qu'il faut construire, et c'est là où la concertation nous donne la possibilité, parce qu'elle demande de réviser la loi 81-059, qui est le statut des enseignants-chercheurs. Elle demande de revoir le statut des chercheurs. La Tunisie, en exploitant ses propres statuts, a créé des espaces de retour momentanés pour certains d'entre eux, dont la recherche ou l'emploi n'est pas disponible au Sénégal et qui peuvent venir encadrer les jeunes, participer à des équipes de recherche. L'autre instrument, ce sont les bourses. Nous avons parlé de formation doctorale. Nous agissons dans un vieux schéma où on donne des bourses de 3 ans, 4 ans pour faire un doctorat. Ceci n'enrichit pas nos écoles doctorales. D'ailleurs, nos partenaires donnent des bourses en alternance. Pourquoi le Sénégal ne reviendrait plus? En tout cas, nous, ça va être notre choix d'avoir des bourses en alternance où le doctorant est co-encadré par quelqu'un d'un laboratoire ancré au Sénégal et quelqu'un d'un laboratoire extérieur. Mais pourquoi enfin, également le Sénégal est incapable de consacrer juste 1% de son PIB à la recherche? Oui, nous c'est allons... ce qu'exige la norme. Permettez-moi juste de terminer et de revenir sur ça. Les doctorants, les bourses de doctorat, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on donne, je pense, d'une manière qui n'est pas une manière incitative, les bourses de doctorat. Dès lors que vous êtes inscrit en thèse, vous avez une bourse. Les bourses devraient être données aux laboratoires, aux écoles doctorales, aux équipes de recherche. Et ce sont ces équipes-là qui devraient choisir, en contractualisant avec l'État, les doctorants. Et chaque doctorant devrait être accompagné d'un soutien au laboratoire qui l'accueille. C'est ça qui va permettre de faire revivre nos espaces de recherche et de ne pas simplement attendre cela, des soutiens qui nous viennent de l'étranger. Parce que beaucoup de nos laboratoires, y compris d'ailleurs celui que j'avais, ont vécu avec les moyens qui sont venus de l'étranger. Enfin, je viens à votre question. 1% du PIB. Le gouvernement a pris plusieurs décisions que nous sommes en train de mettre en œuvre. La première, c'est de créer une direction générale de la recherche. Parce que le président de la République a compris que notre recherche n'est pas structurée, y compris dans les universités, les textes qui régissent nos universités, les équipes, les laboratoires ne sont pas pris en charge dedans. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop qui est là, c'est lui-même qui a pris un certain nombre de textes pour permettre à ces structures d'avoir un cadre juridique normal au sein de ces espaces. Donc il faut redonner un cadre juridique.
Cette direction générale de la recherche va nous permettre de coordonner l'ensemble de la recherche au niveau du pays, de dégager les financements. La concertation a dit qu'il faut réformer le fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technologique. Il va être réformé et orienté vers les problèmes de développement du pays pour les résoudre. Et enfin, un plan stratégique, parce qu'on ne peut pas aller à l'aveuglette. De la même façon que l'enseignement supérieur a bénéficié de ces concertations, un plan stratégique va être élaboré de manière participative et inclusive avec tous les acteurs pour qu'on dise dans les 5-10 années, c'est vers ça que notre recherche, notre innovation va aller. Très bien. Le ministère de l'Énergie et des Mines est un département à 2 secteurs d'activité, l'un aussi important que l'autre pour le développement économique et social du Sénégal. 2 secteurs dans lesquels l'unité de mesure se décline en milliards. On y parle en tout cas de beaucoup d'argent, qu'il s'agisse de l'énergie ou des mines. Qui dit beaucoup d'argent dit de gros intérêts, dit aussi convoitise, monsieur le ministre. Mais il ne s'agit pas que d'une histoire de gros sous qui explique naturellement la ruée vers l'or, comme l'exemple de Sabodala. Il est surtout question d'attentes non encore satisfaites si on prend l'exemple de la lancinante question de l'énergie. Quel type d'énergie il nous faut dans un pays, le Sénégal, inondé d'eau et de soleil? Pour ne citer que de ces 2 sources énergétiques, les ménages et les entreprises souffrent encore et toujours des fréquentes coupures de courant avec leurs conséquences désastreuses, aussi bien au plan économique que social. Monsieur le ministre, inutile de dire que vous êtes interpellé, mais surtout attendu. Reste à savoir si vous serez entendu par les Sénégalais qui nous regardent ce soir. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, monsieur le ministre, pour régler le problème de l'électricité, si on suppose que le plan Takal, cher au président Abdoulaye Wade et au ministre de l'Énergie qui vous a précédé, Karim Wade, vous l'avez dit déjà, ce plan Takal, vous n'y croyez pas? Merci Mamoudou. Vous savez, lorsque le président Macky Sall, le 25 mars 2012, a été porté au pouvoir par les Sénégalais, cette période et celle qui l'a précédée à presque 2 ans auparavant était une période assez difficile pour les Sénégalais. On a traversé des périodes dures, beaucoup de coupures, et pour répondre en tout cas à ce problème ou solutionner ce problème, l'ancien régime avait mis en place le plan d'urgence, ce que vous avez dénommé tout à l'heure plan Takal. Cela a eu certes des effets positifs, en ce sens qu'il y a eu de la lumière, mais également beaucoup d'effets négatifs quand on considère le coût. Je vais juste illustrer. Est-ce qu'on pourrait dire on ne change pas un cheval ou un plan qui gagne pour le plan Takal? Il ne gagne pas. C'est surtout ça. Parce que pour il a eu des effets positifs. Les effets positifs ne veut pas dire, ça dépend simplement, j'ai dit effets positifs et négatifs. Très bien. Posez les deux. Effet positif parce que j'ai dit vous avez la lumière. Effet négatif, c'est à quel coût? Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu l'année dernière, même le 1er mai, l'adresse du chef de l'État, c'est presque 160 milliards. Quand on considère les subventions qui ont été données à la Sénélec, la TVA et autres non payés, 160 milliards que cela nous a coûté. En une séquence de quoi? Ah non. Pour maintenir les prix, c'est beaucoup plus que beaucoup de budgets actuellement. Vous prenez le budget de la santé, vous prenez d'autres budgets, ils sont loin de ce montant. Donc, ce n'est pas aujourd'hui une opération durable. Et quand on investit dans l'énergie, on est obligé d'investir dans la durabilité. Pourquoi ça ne peut pas être durable? Parce que déjà, il y avait des problèmes dans le mode de production de l'électricité. En 2012, lorsque nous venions au pouvoir, le mix énergétique était composé à plus de 36% de diesel oil.
Mix énergétique pour le commun des mortels. Le mix énergétique, en fait, le mix énergétique, c'est plus ou moins, pour un langage profane assez simple, c'est les différentes proportions qu'il y a dans le coût dans les façons de produire l'électricité. Parce que nous produisons l'électricité avec le fioul lourd, avec le diesel oil, donc disons peut-être même gasoil, ça peut être plus simple, c'est beaucoup plus proche de ça. Avec l'hydroélectricité, ça veut dire l'électricité qui vient des barrages, avec le solaire, donc c'est ça qui fait ce mélange. Les coûts de production ne sont pas les mêmes et varient selon le mode de production. Le diesel oil est réputé le plus cher, donc qui constitue pour notre pays l'essentiel de la production. À côté du diesel oil, l'autre élément par ordre de décroissance qui vient après, c'est le fioul lourd, 33% plus 49%. Ça fait 82% de notre production d'électricité. Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour avoir la lumière, mais aussi pour amenuiser, pour ne pas dire annihiler les effets négatifs dont vous avez parlé tout à l'heure? Justement. Donc, quand le problème s'est posé, donc j'allais d'abord arriver en séparant d'abord l'aspect production. Donc, on produisait de l'électricité à un coût excessivement cher et nous savons que ce n'est pas tenable. La première chose qu'il faut faire, c'est trouver le mécanisme qui permette de produire de l'électricité à un coût acceptable. Parce que si on dit que le coût n'est pas tenable, ça veut dire que si on ne fait rien, nous allons forcément augmenter les coûts, les factures d'électricité au niveau de la clientèle. Et nous savons déjà que le Sénégal fait partie actuellement des pays où on paye l'électricité le plus cher. Quand je considère aujourd'hui les autres pays, en tout cas limitrophes, et même des pays développés, on ne peut pas développer l'industrie avec ces coûts d'électricité. Vous allez les baisser? On est obligé de les baisser. C'est pourquoi le président de la République, nous sommes obligés de les baisser. À combien, pour être concret? Non, on est obligé de baisser les coûts de production. Parce qu'aujourd'hui, l'année dernière, le coût de l'électricité, le coût de production était en moyenne de 180 francs, entre 170 et 190 francs le kilowattheure. Et cette électricité était vendue à 118 francs en moyenne. Donc vous voyez le gap, et ce gap est financé par la subvention. Donc ce n'est pas tenable. Qu'est-ce que nous avons fait? Quand nous sommes venus, d'abord, la première chose qui a été faite, c'est de rassembler tous les techniciens, tous les experts, les consommateurs qui ont eu à travailler dans ce fameux plan TACAL, un atelier, et qui, en tout cas, a donné ses résultats, qui sont à peu près ceux que je viens de dire, que le plan n'était pas tenable. Il fallait changer. Et nous avons été instruits par M. le Président de la République pour changer d'abord le mode de production de l'électricité. Et nous sommes déjà dans cette lancée. On avait 210 MW supplémentaires au fioul lourd que le Sénégal allait investir, donc allait s'endetter pour l'avoir. Nous avons non seulement arrêté ça, donc nous avons arrêté cette production au fioul lourd, et deuxièmement, nous avons laissé cette initiative au privé. Donc le Sénégal ne va pas s'endetter pour produire cette électricité. Nous préférons, s'il y a un endettement, qu'on le fasse sur le réseau et sur le transport, sur la distribution. Avec quels privés nationaux ou encore étrangers? La porte est ouverte à tout le monde. Il se trouve que les moyens qui sont généralement requis ne sont pas facilement des moyens accessibles aux locaux. Mais nous sommes disponibles à ouvrir la porte. Vous avez à tout le monde. devoir de le changer. Bien sûr. La préférence nationale. Non, on n'a pas de problème de préférence, mais c'est les nationaux qui n'ont pas ces moyens. Parce que il faut les aider. Il faut les aider. Oui, il faut les aider. C'est pourquoi je dis, nous, ce qu'on peut faire actuellement dans l'aide, c'est l'ouverture. Mais aujourd'hui, déjà, le gouvernement du Sénégal a décidé de ne pas s'endetter pour ça. Ça c'est clair. On laisse les privés chercher le endettement, que ça soit justement rémunéré. Les Sénégalais également qui sont dans l'énergie, parce qu'il y en a qui sont dans l'énergie depuis très longtemps. Ils ne peuvent peut-être pas démarrer par des centrales de 150 à 200 MW, mais ils peuvent peut-être démarrer avec des centrales qui sont à leur taille. Vous avez commandité une étude qui dit qu'on a perdu entre 2005 et 2012 plus de 400 milliards de francs CFA du fait d'exonération fiscale. Oui, ça c'est le code minier. Vous savez également, c'est en 2003
que le code minier a été voté. Avec cette promulgation, l'objectif était d'attirer les investisseurs. C'est vrai qu'il y a certains qui s'y sont engouffrés. La réalité, au finish, quand on a fait l'évaluation, nous avons abandonné l'équivalent de 400 milliards. D'ailleurs, principalement, ces 400 milliards, c'est à 4 entreprises. Parce que c'est les grosses entreprises qui sont dans le domaine des mines. Lesquelles? C'est la Sococim, c'est les Ciments du Sahel, c'est les ICS. C'est les 3 plus grands également, ce qu'on a actuellement dans le pays, principalement. Accessoirement, c'est Dangote. Et quelques petites entreprises, je considère, en tout cas dans ce domaine. On les a attirés avec un code, je dirais, attractif. En retour, on a dit, effectivement, dans l'évaluation, on n'a pas eu grand-chose. Parce qu'il y a peut-être beaucoup d'avantages qu'on a laissés. C'est vrai, il y a peut-être quelque chose, je ne dirais pas grand-chose, il y a quand même des emplois, il y a peut-être... mais en tout cas, en retour, on n'a pas eu ce qu'on attendait. C'est ça la réalité, c'est pourquoi on est en train de changer le code minier. Et la procédure a déjà démarré. On a déjà fait un atelier. J'ai également signé l'arrêté pour la composition donc, de la commission qui doit faire la révision du code minier pour, selon l'adapter aux orientations que le président de la République nous a données pour que le code soit attractif. Délai? Bon, on pense que d'ici la fin de l'année, déjà, ils pourront nous produire quelque chose. Parce que quand même, vous savez également, ce n'est pas des choses faciles. Parce que déjà, les entreprises avec qui nous avons signé des conventions. On ne peut pas unilatéralement se lever et changer des conventions. C'est des entreprises qui ont des budgets des fois supérieurs à notre budget. Mais aussi qui vous attaquent. Vous allez payer beaucoup d'argent à Kumba Ressources. Oui, ArcelorMittal aussi, le dossier est pendant devant la justice. C'est pourquoi je dis, c'est des contrats. On est obligé, si on change certaines dispositions qui les concernent, de négocier. Ça n'a pas été facile. Vous savez, je prends un cas très simple. Quand on a changé en 2012 la contribution spéciale, et ça nous a amené beaucoup de problèmes. On était obligé de prendre entreprise par entreprise pour négocier. C'est récemment, lors du déplacement du président de la République au niveau du Canada, au niveau des États-Unis, qu'on a trouvé un accord avec Teranga, qu'on doit d'ailleurs signer le 29. Nous avons déjà prévu une centrale à Tamba, une centrale à Ziguinchor, avec objectif les premiers kilowattheures disponibles dès décembre. Parce qu'on voudrait bien en tout cas l'avoir, parce que tout le processus est déjà mis en place. Mais même mieux, dans le programme également que nous avons adapté, j'ai prévu de faire une centrale de 4 MW à l'Université de Dakar. Va coûter combien? Une centrale autonome qui va coûter, en tout cas en termes d'amortissement, moins cher que la facture que l'université ne paye pas malheureusement à la Sénélec. Ça, déjà, je peux vous assurer. Très bien. Et donc, pour nous, ça, c'est déjà une réalité parce que dans la lettre de politique du secteur de l'énergie, développement du secteur de l'énergie, nous avons prévu au minimum à l'horizon 2017, 20% d'énergie renouvelable. Très bien. Alors, monsieur, les pétroliers, par rapport au problème de la SAR, c'est qui leur doit beaucoup d'argent. Non, j'ai entendu parler, il a dit le conseil d'administration. Mais moi, je suis l'administrateur numéro 1 de la SAR. Oui. Donc, c'est mon problème, ce n'est peut-être pas son problème. Ça va être réglé maintenant, ce problème de trésorerie? Mais vous savez, c'est un couteau à double tranchant. Au moment où ils vous parlent de ça, ils ont fait tellement de pression pour que la Sénélec signe son contrat. Signe leur contrat, parce que Sénélec, c'est 50% de leur chiffre d'affaires. Au moment où ils vous parlent de ça. Aujourd'hui, ils parlent de payer. Mais pendant que le contrat n'était pas signé, c'était signer le contrat. Ils n'ont pas cherché d'autres clients. Oui, ça a été signé quand même. Sénélec doit respecter ses engagements. Mais 30 milliards, ils ne sont pas à l'arrêt. Plus 9 milliards, ça fait presque 100 milliards. Il a posé un problème qui est le nôtre. Oui. Il a dit le conseil d'administration. J'ai dit le conseil d'administration, c'est nous. Et quelle est la solution aujourd'hui? De la SAR. Non, c'est-à-dire que c'est des problèmes ponctuels que Sénélec peut traverser, mais ça ne leur empêche pas aujourd'hui de connaître une exploitation. Il a parlé effectivement de problèmes sur lesquels l'État est en train de travailler. Je le rectifie quand même. On n'a pas encore validé toutes ces pertes commerciales qui ont été réclamées par la SAR. C'est un processus qui continue. Quand ce sera validé, vous aurez le chèque comme
également les autres, parce qu'ils parlent de pertes commerciales qui ont eu lieu entre 2007 et 2011. Donc, c'est des choses qu'il faut quand même, avant de payer également, que les gens puissent regarder tout ce qui se passe dedans. Mais je puis vous assurer déjà qu'au moment où je parle, normalement, la SAR a dû encaisser aujourd'hui une bonne partie. Tout à l'heure, quand j'ai quitté, donc de... Combien 50 milliards, la moitié? Non, parce que ça ne fait même pas 60 milliards. Moi, j'essaie l'encours, ça ne fait pas 60 milliards, parce que j'ai la situation que le directeur général m'a donnée ce matin. Oui. Momar Ndao qui vous reprend sur le comité de restructuration, est-ce qu'il va disparaître? Non, Momar, c'est lui-même que le comité n'est pas encore dissous. Donc, le comité est encore là. Quand il sera dissous, ce sera par voie administrative, ce qui n'est pas le cas. Il a posé quand même des questions assez intéressantes. Les mines, par exemple. Sur le comptoir, oui. C'est également un processus qui est en cours et nous pensons pouvoir le faire très prochainement. Nous sommes en train de discuter. Vous savez, depuis longtemps, on parle de la production de l'or au Sénégal. Les budgets sont toujours pleins. Nous l'avons négocié avec nos amis canadiens et c'est normalement ce soir que je vais signer ce contrat pour que les budgetiers sénégalais puissent avoir également de l'or. Et naturellement, il faut un comptoir pour qu'on puisse apprécier de la qualité de cet or, qui du reste oui. est de très bonne qualité. En termes de réflexion stratégique, la bombe que ça peut constituer, les mines justement, souvent qui font naître des conflits, dès qu'il y a du pétrole, c'est la guerre. Bon, pas forcément. Il y a quand même du pétrole ailleurs sans qu'il y ait la guerre. De toute façon, nous allons prendre toutes les dispositions. C'est vrai que c'est l'or qui attire peut-être tout ça. Je vous ai dit que nous avons signé en tout cas l'arrêté pour réglementer l'activité d'orpaillage. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que ces sites également soient sécurisés. Il y a des gens qui s'adonnent à ce travail. S'ils s'appellent orpailleurs, il faut que ça soit fait conformément au travail d'orpailleur. Ceux qui veulent faire de l'exploitation industrielle font l'exploitation industrielle et chacun sait faire son métier qui est réglementé. Aujourd'hui, les enjeux pour votre ministère, un déficit commercial, dites-vous, qui frôle 1500 milliards de francs CFA, 80% des produits de consommation courante au Sénégal sont importés. Quelle est la vision qui sous-tend ce secteur du commerce, de l'industrie aussi, on doit le dire, du secteur informel, avec vous comme ministre à la tête de ce département? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler, si vous le permettez, Mamadou Ibra, le point de départ, c'est-à-dire quand Macky Sall venait au pouvoir en mars 2012, quel est l'état des lieux qui sous-tend fondamentalement la politique que nous menons aujourd'hui, dont le commerce, effectivement, est une partie. Quand Macky Sall est venu en mars 2012, les statistiques officielles, c'est 7 Sénégalais sur 10 sont dans la pauvreté la plus totale, en milieu rural. La moyenne nationale, c'est 5 Sénégalais sur 10 qui sont extrêmement pauvres. En mars 2012, c'est 54 milliards de dettes dues aux paysans, aux opérateurs, aux huiliers. Le gouvernement d'Abdoul Mbaye l'a épongé. C'est 53 milliards de moins-value sur les recettes fiscales. C'est un déficit budgétaire de 6,7%. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que c'est presque 400 milliards qu'on doit aller chercher pour couvrir les charges publiques. Mais c'est également une hausse vertigineuse des prix des denrées de première nécessité. Parce que rappelez-vous, en mars 2012, le kilo du riz coûtait 350 francs, voire au-delà. Le sucre était à 700 francs cristallisé. Nous avons également trouvé une situation pour l'énergie où nous avions un déficit de 60 milliards à apporter pour pouvoir subventionner justement le prix de l'électricité. Alors, l'ensemble de ces situations ont fait en sorte que le gouvernement était obligé de mener une politique d'abord pour résoudre les urgences. Il fallait dégager un certain nombre d'actions phares et d'actions majeures. Alors, donc un État proche des Sénégalaises et des Sénégalais. Cela veut dire quoi? Juste un mot. Cela veut dire simplement que les préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais, notamment les prix des denrées, devient un élément majeur. D'abord, non seulement c'était un engagement politique, mais également la réalité même des Sénégalaises, comme j'ai dit tout à l'heure, 7 Sénégalais sur 10 sont dans la pauvreté, obliger le gouvernement à prendre des mesures. Pour le secteur du commerce, de l'industrie et du secteur informel, c'est quoi la vision? Voilà, la vision du commerce, de l'industrie informelle, c'est quoi? C'est arriver au Sénégal à construire une économie avec une croissance inclusive, donc qui prend les 7 Sénégalais qui disent qu'ils sont dans la pauvreté pour les mettre dans la non-pauvreté, mais surtout qui crée des emplois en exploitant tout le potentiel local. Et c'est là où vous avez le lien justement avec la balance commerciale. Ouais. Parce que cela veut dire quoi? Mamadou, je vais vous donner 4 exemples, 4 produits qui font pratiquement le tiers des exportations du Sénégal. Nous importons 1 million de tonnes de riz, c'est pratiquement 200 à 250 milliards par an. Nous importons 300 000 tonnes de fer, c'est 150 milliards de francs. Nous importons
60 000 tonnes de sucre par an. C'est pratiquement 25 milliards. Nous importons 10 milliards d'oignons. Vous combinez ces 4 produits-là, c'est 400 milliards. Or, tous les Sénégalais savent que nous avons totalement la possibilité d'être autosuffisants en riz. D'ailleurs, c'est l'objectif du gouvernement pour qu'en mars 2018, que nous puissions produire 1,8 million de tonnes. Nous pouvons être capables, et c'est la mission qui a été affectée à la compagnie sucrière, autosuffisants en sucre. Nous pouvons être autosuffisants en oignons, puisque nous avons aujourd'hui 240 000 tonnes d'oignons, et nous pouvons être également autosuffisants en fer. Donc ça veut dire quoi? 400 milliards peuvent être tout de suite dégagés sur le déficit de la balance commerciale en faisant la promotion des produits locaux. Et ces 400 milliards, non seulement qui quittent nos déficits, mais également qui sont injectés dans l'économie. Cela veut dire simplement que les Sénégalais sont tout à fait capables, justement, de faire face à ce défi qui est extrêmement important. Le Sénégal, si vous regardez ses exportations, aujourd'hui, le Sénégal est exportateur de ciment. Le Sénégal est exportateur de produits pétroliers. Je rappelle, entre parenthèses, que le Mali, c'est notre tout premier client en exportation, plus de 150 milliards. Et d'ailleurs, la situation du Mali, l'apaisement de la situation du Mali concourra vraiment à augmenter le niveau des exportations du Sénégal. Mais c'est également, parce qu'il y a des produits quand même sur lesquels le Sénégal a une véritable capacité. C'est également les produits halieutiques, c'est aussi les fruits et légumes. Il y a un effort très important à faire pour augmenter le volume. Parce que le Sénégal aujourd'hui fait des résultats dans les produits horticoles, mais c'est encore très très insuffisant. Aujourd'hui, je donne un exemple connu, qui est la mangue sénégalaise. Elle est concurrencée par la mangue venant d'Amérique latine. Si vous allez aujourd'hui au marché de Rungis à Paris, certains produits, comme les produits halieutiques, le Sénégal a perdu des parts de marché, également sur les produits horticoles. Ouais. Et parmi les missions de la CEPEX, justement, d'aller vers ces marchés-là, d'aller rencontrer ces acheteurs pour pouvoir justement reprendre les parts de marché du Sénégal. Et je dois dire, si nous prenons par exemple... Ce sera très difficile. Oui, je dois dire si... Dans un monde très concurrentiel... L'un des tout produits d'ailleurs sur lesquels le Sénégal était très très bon, qui étaient donc les produits halieutiques, c'est-à-dire la pêche, mais qui est presque morte. Mais vous savez, les licences qu'il y avait, où on avait donné vraiment des autorisations à des bateaux, j'allais dire des bateaux mouroirs de ravager vraiment toutes nos côtes, le président a arrêté ces éléments. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de reconstruire le capital halieutique du Sénégal, et ça nous permettra également d'augmenter les exportations. Donc nous avons vraiment beaucoup de variétés. Maintenant, juste un mot sur certains produits quand même nouveaux sur lesquels nous n'avons pas encore fait beaucoup d'efforts et sur lesquels nous avons beaucoup de marge de manœuvre. J'ai parlé tout à l'heure des huiles essentielles. Vous allez aujourd'hui en Casamance, Mamadou Ibra, vous avez là-bas des plantes pour les huiles essentielles. Or, le marché des huiles essentielles sur le marché mondial, c'est 60 milliards par an. 60 milliards de dollars par an. Donc les huiles essentielles, nous avons de très grosses parts. Nous avons, j'ai dit tout à l'heure, sur l'anacarde, 60 000 tonnes. Nous exportons très très peu. Aujourd'hui, c'est 22 milliards qui sont achetés dans la région de Ziguinchor chaque année sur l'anacarde. Mais est-ce que vous voyez le résultat? Donc, il y a aujourd'hui une question d'organisation à faire dans ces filières très 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 porteuses et sur lesquelles le Sénégal, j'ai parlé de nouvelles technologies également sur lesquelles nous pouvons faire des choses extrêmement intéressantes. Malheureusement, aujourd'hui nous avons encore des handicaps. Sur le riz, le gouvernement va tout faire pour justement atteindre cet objectif d'1 million de tonnes de riz en 2018. Évidemment, le 1 million de tonnes de riz quoi? Paddy? Non, de riz. Oui, parce que le paddy, c'est... Oui, bien sûr, les transformés. Donc, le gouvernement fera tout. C'est la mission assignée au ministère de l'Agriculture et naturellement, ils y travaillent. Je pense qu'ils y travaillent. Parce que ça, il y a aussi des questions de financement également qu'il faudra résoudre. Donc, le gouvernement fera tout. Maintenant, concernant la filière du fer, les structures organisées qui regroupent les ferrailleurs ont été réunies par le gouvernement, rencontrées et ils ont signé ce protocole. Et je dis ici, dans cette émission, que toute ferraille collectée, l'entreprise s'est engagée à l'acheter. Et s'il y a la moindre difficulté dessus, ils n'ont qu'à saisir le gouvernement qui va prendre les dispositions. Maintenant, pour revenir à votre question, Mamadou Ibra, quel est l'enjeu? Mais j'ai dit tout à l'heure que le Sénégal importe chaque année 300 000 tonnes de fer. D'accord. Fabriquées par la fonte de la ferraille. 300 000 tonnes de fer, c'est 150 milliards. La tonne de fer, Mamadou Ibra, quand vous construisez votre maison, la tonne de fer importée, elle coûte 500 000 francs. Fabriquée au Sénégal, elle coûte 400 000 francs. Mais c'est le choix économique, parce que quand vous avez parlé de stratégie, mais un gouvernement également doit définir des stratégies. Deuxièmement, et puis, élément également important, Mamadou Ibra, des questions de sécurité publique. Vous avez tous vu ceux qui ont été arrêtés récemment, qui ont coupé des fers de la Sonatel et de la Sénélec. Vous avez vu également des poteaux qui sont démontés. C'est une question également de sécurité publique. C'est une question de traçabilité, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Traçabilité de la ferraille. Aujourd'hui, toute la sous-région a procédé exactement de la même chose que le Sénégal. Et dernier élément, Mamadou Ibra, si nous voulons créer des emplois au Sénégal, puisque celui qui achète la ferraille chez lui, c'est pour fabriquer des ustensiles, fabriquer des véhicules, pour créer de la valeur ajoutée chez lui. Et j'invite vraiment cette jeunesse sénégalaise qui est dans le secteur de la ferraille, pour lui dire d'abord, s'ils ont des conteneurs de ferraille, qu'ils les amènent à la Someta, qui est tenue de les acheter. Deuxièmement, nous avons décidé de les accompagner pour qu'ils puissent, eux, être dans le secteur de la création de l'industrie. Et je dois rappeler... Et ils seront en mesure de fournir le marché. Mais
Mais absolument, même j'oublie même un élément qui était très important. Oui. La Sométra s'est engagée à céder 49% de son capital aux ferrailleurs, alors qu'ils ont investi 7 milliards. Et d'ailleurs, il y a trois autres Sénégalais qui vont investir dans le secteur de la ferraille dans les prochaines années. Nous avons des dossiers aujourd'hui de création d'unités métallurgiques au Sénégal qui vont également travailler. Donc, c'est un dossier vraiment que nous gérons avec beaucoup de sérénité. Vous êtes ministre de l'Environnement et du Développement durable depuis l'élection du président Macky Sall. Un sujet, un domaine que vous connaissez parce que vous êtes un militant de l'écologie. Quels sont les défis pour le Sénégal dans le domaine de l'environnement aujourd'hui? Bon, ils sont différents, on peut les classer. On peut dire que le défi écologique de la ville, Bobès, les dépotoirs, le déchet plastique, les pollutions industrielles, les pollutions des voitures, le problème écologique de la ville est complètement différent de celui de la mer, donc de la gestion des ressources halieutiques, que de celui de la forêt, avec la salinisation des sols cultivables, avec l'avancée du désert, avec la disparition de beaucoup d'espèces animales aujourd'hui qui sont en train de disparaître et qui ne reviendront plus jamais. Donc c'est fini. Et je trouve que donc c'est différent. Quelles sont ces espèces animales qui ne reviendront plus jamais et qui vont nous manquer? Il y en a beaucoup, il y en a qui sont sur le point de disparaître. Bon, peut-être que si je dis le mammouth, tout le monde va savoir c'est quoi un mammouth qui a disparu. Il y en a plus sur la Terre, sur la planète. Il y a beaucoup d'espèces de poissons qu'on voyait avant à Saint-Louis quand j'étais jeune. Je voyais des collines de ngot, donc le tassergal. Aujourd'hui, il y en a très peu. On voyait des montagnes de roure, donc le mérou noir des profondeurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Avant, quand même. Vous savez, avant, on exportait le tiof en coupant la tête, le ventre et la queue. On n'exportait que le muscle du dos. Tellement il y en avait. Aujourd'hui, même le caca qui est dans son ventre, il est exporté. Ça vous situe bien le problème. Donc, beaucoup de ressources et d'espèces sont en train de disparaître. Je donne un autre exemple forestier. On avait dans les années 70, 350 éléphants dans le Nyokolokoba. Aujourd'hui, on en recense 3. L'élan de Derby, qui est un animal qui n'existe que 115 spécimens dans le monde. Les 15 sont au Mali, les 100 sont au Sénégal. Donc c'est sûr que cet animal, à terme, si on ne fait rien, il va disparaître. Donc il y a beaucoup d'espèces aussi au niveau de la faune, des arbres qui sont menacés. J'ai assisté à un symposium où on parlait du Deuterium senegalensis, le ditar. Dans les années 50, il y avait beaucoup de deutérium, d'arbres de ditar dans le Cap Vert. Le Cap Vert, son nom, Cap Vert. Qu'est-ce qui est vert aujourd'hui dans ce Cap? Donc il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Et on voit même que la verte Casamance est menacée aujourd'hui. Mais des défis nombreux et variés. Par quel bout avez-vous pris les choses quand on vous a nommé ministre de l'Environnement et du Développement durable? Vous n'étiez pas perdu, tellement peut-être envahi par des défis à relever? Pas perdu du tout. Envahi peut-être par le besoin de montrer, de faire. La priorité des priorités, quand on est arrivé au mois d'avril, la forêt était en train de brûler. Parce qu'au mois d'avril, il fait sec. Et partout sur la région de Casamance, de Kolda, de Sédhiou, de Kédougou, de Tamba, jusqu'au poussé vers Kaffrine, en avril, il y a des feux de brousse. Et donc, on a pris les devants, on s'est battu. Ensuite, les défis, c'est qu'il faut reforester aussi. Il faut lutter contre le braconnage, lutter contre la dégradation, mais il faut travailler à reforester. Et pour reforester, la meilleure façon de reforester, je pense que c'est d'atteindre les populations, de leur expliquer l'intérêt de planter un arbre. Et je dis toujours que si nous, pères de famille, nous avions par exemple, au moment de la naissance d'un enfant comme Madiba, vous avez raison, il a 4 mois aujourd'hui. Madiba Nelson Mandela. Si on plante 20 arbres pour cet enfant, imaginez-vous que quand il aura 20 ans, qu'il vous dira, papa, j'ai mon bac, je vais à l'université, tu lui diras, allons au village, j'avais planté 20 caïcédras pour toi. S'il les coupe, il a 10 millions de francs. Vous savez, la cité produit des déchets. L'individu, en consommant, produit des déchets. Ces déchets, il leur faut une place, il leur faut une solution. Bien sûr, j'espère que très prochainement, on ira vers le tri. Le consommateur sénégalais fera le tri des déchets biodégradables, plastiques, bouteilles, organiques pour le recyclage en compostage. Tout cela, on va y arriver. C'est une question de temps et d'évolution.
Pour la réponse sur Mbebes même, pour trouver un autre Mbebes, il faut une localité. Nous sommes en train de négocier avec les collectivités. La question de la gestion des déchets est une compétence transférée vers les collectivités locales. Je crois que la Banque mondiale a un grand financement pour récupérer le méthane, parce qu'il est question de beaucoup de méthane qui s'échappe dans l'atmosphère et qui contribue d'ailleurs au réchauffement climatique, pour récupérer le méthane et en faire des centrales pour produire de l'électricité et restaurer cet endroit. Mais encore faut-il que les collectivités locales, vous avez vu ce qui s'est passé ces dernières années à Sindia, où les populations ont refusé qu'on leur transfère le dépotoir. Donc nous sommes en train de négocier avec des populations, à même envisager les cratères des carrières pour les sécuriser et mettre là donc un système de dépotoir. Mais il faut trouver l'endroit, il faut parler avec les collectivités, et je crois qu'on avance sur cette question assez bien. Hélas, hélas. Vous savez, c'est Mbao, Rufisque, Petit Mbao, Thiaroye, tout le monde dépose sur la berge ses déchets. Et au moment des grandes marées, les vagues viennent lécher la plage et amener ces déchets qui flottent dans l'océan. Je suis sûr que tout le monde est conscient que c'est un vrai problème. Gorée a installé un incinérateur qui malheureusement est insuffisant du fait de la masse de déchets qu'ils sont obligés de gérer, mais du fait justement encore de son succès. Ça nous ramène au même problème du parc de Hann, qui est régulièrement visité par 3000 élèves environ. Donc il y a tellement de visiteurs à Gorée qui génèrent tellement de poubelles que l'incinérateur ne suffit pas et ça finit dans la mer. C'est une préoccupation à laquelle il faudra trouver une solution. Pour le moment, elle ne vient pas comme ça. J'espère qu'un jour, elle s'offrira à nous. Vous êtes impuissant. Pour le moment, en réalité, sur ces questions, je suis persuadé que c'est le comportement citoyen qui sera la solution. Parce que le citoyen lambda devra comprendre qu'il devra avoir des gestes responsables, de ne pas jeter le mousse par terre, de ne pas le prendre, d'avoir un comportement responsable vis-à-vis de son quartier, vis-à-vis de sa maison. Comme vous vous souvenez de cette époque où nos mamans balayaient le devant de la maison et tamisaient le sable. Ça n'existe plus, pourtant c'était tellement magnifique. Cet après-midi, j'ai tenu une réunion avec des Norvégiens qui avaient inventé un fourneau. Je crois que vous connaissez aussi tous le fourneau. Vous avez 3 minutes pour répondre à toutes ces questions. De M. Gueye. Et ces deux fourneaux utilisent des pellets. Les pellets sont fabriqués à partir du TIFA qui nous envahit. Le TIFA étant une ressource disponible. Et les pellets peuvent être fabriqués aussi à partir des résidus du bois des exploitants ou de résidus du bois de scierie ou même de paille de riz ou même d'herbe. Donc je salue aussi le monsieur qui a posé la question sur Technopole. Je suis sûr que ça doit être un militant de NCD parce qu'ils sont très présents sur le Technopole. Ils font des décomptes d'oiseaux. Et nous avons un projet avec les zones humides. Nous avons un projet de faire de cet endroit un espace de vie pour la banlieue. C'est vrai qu'il y a un projet d'arène nationale et qui, à mon sens, va aller plus vers... en tout cas, nous travaillons à cela vers Diamniadio que vers le Technopole. Donc, il n'y aura plus d'arène nationale sur le Technopole. Nous travaillons à le déplacer. Je ne suis pas le président. Très bien. Il a la souveraineté de ses décisions. Très bien. J'espère que les lutteurs avec le coup de poing ne vont pas venir. Oui. Sur les ressources halieutiques, nous travaillons avec le ministère, mon collègue Pape Diouf, parce que nous avons 5 priorités. Éradiquer la pêche à l'explosif et en bouteille. Nous faisons des descentes régulièrement avec le DSPS, donc Direction de la protection et de la surveillance de la pêche, et l'unité d'urgence environnementale. Nous avons des résultats. Nous voulons éradiquer aussi le monofilament en nylon qui est interdit par le code de la pêche mais qui est utilisé. Nous voulons amener les pêcheurs en discutant avec eux et en leur donnant d'ailleurs, c'est une nouveauté, les pêcheurs vont avoir des quotas d'exploitation de bois parce que les pirogues sont fabriquées à partir du bois. Nous travaillons aussi avec eux pour la sensibilisation, l'éducation, parce que il est anormal que des espèces de poissons, dans leur période de ponte, comme le cymbium,
continue à être pêché. Je trouve que ce n'est pas une gestion durable. Je suis entièrement d'accord avec vous que dans le cadre de vie, nous avons des soucis qu'il nous faut améliorer, mais je crois que tout le monde est unanime pour dire que la mairie de Dakar est en train de paver les rues pour diminuer le taux de sable dans les déchets. Avec elle, nous avons mis à disposition 9000 cocotiers, et je rappelle que nous avons 90 000 cocotiers qui vont être distribués, et notamment le lancement, c'est le 4 août dans la ville de Fatick, où nous allons planter dans toute l'allée d'entrée, de sortie et de la gouvernance. Donc je pense que nous allons y arriver, il faut laisser autant. L'exploitation de l'UNICEF, je salue sa question. Maintenant, malheureusement, je suis sûr qu'il me reste 2 minutes, mais le quintal moins cher, c'était du fait aussi de ce gré à gré qui pouvait se faire à 1000 francs. Aujourd'hui, le gré à gré dans ces zones interdites est amené à 2500 et on ne vend plus à l'exploitant qui a commis l'infraction la ressource, mais on la vend à un autre. Et la ressource bois est vendue en vente aux enchères publiques. Et c'est la première fois aussi dans notre histoire. Donc, que je n'ai pas reçu les exploitants, je les ai reçus plusieurs fois. Maintenant, à un moment, j'ai été attaqué par eux et j'ai dit que ce serait un signal de faiblesse qu'au moment de ces attaques, que je vous reçoive. Donc, et je vous ai dit, je l'ai dit à tous ceux qui m'ont interpellé, que je veux bien dialoguer dès demain matin, mais je ne peux pas dialoguer sous la pression de vos attaques médiatiques. Je ne flancherai jamais sur ce point-là. Donc, je suis un allié à vous. Je suis un partenaire à vous, mais dans une discussion sereine, constructive et positive. Et vraiment, je demande ça. Hein, je suis le premier qui le demande. Donc, sur la RSE, je suis d'accord qu'il y a énormément... Responsabilité sociale de l'entreprise. Voilà, il y a énormément Il y a aussi une question avec les industries chimiques. Là. Oui, consommateurs et sur le mercure. J'y viens, je vois juste le RSE et après je vais aux autres. Donc, la responsabilité sociétale de l'entreprise, elle est en train de se construire. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont conscientes et qui veulent faire quelque chose et nous travaillons avec eux. Il y a le mercure qui envahit les nappes phréatiques. C'est vrai que moi j'étais à Ouagadougou il y a un mois, qu'à Tenkonto, on a une équipe actuellement qui est là-bas parce que c'est vrai que le mercure entre frauduleusement. Ce n'est pas du fait des grandes compagnies qui n'ont pas intérêt parce qu'ils stockent le mercure qui s'évapore et qui est détruit par le soleil. Le problème, ce sont les petits exploitants qui coupent les arbres pour sécuriser leur galerie et qui lavent l'or avec du mercure qui entre frauduleusement. Je rappelle juste que l'importation de mercure a quintuplé. Les quantités de mercure importées sont en train d'exploser du fait... Mais ça nous rentre par la Guinée-Bissau, par Diaoubé, par le Mali, et c'est un vrai problème. Maintenant, le code environnemental sur l'association des consommateurs, c'est aussi le même problème. Je suis sûr qu'à continuer à travailler dans le sens positif de construire ensemble une réponse qui va amener le changement et le développement durable, qui va apporter le cadre de vie, qui va faire que... Parce que c'est un réflexe qu'on a. Dès qu'on veut construire une maison, on commence par abattre l'arbre au lieu de profiter de sa présence pour améliorer son cadre de vie. Mais je répète, c'est nous, tout est en nous. Nous sommes les destructeurs, nous pouvons être aussi ceux-là qui construisent. Mais il faut le faire ensemble, en ayant la foi, la volonté, la détermination. Et là, je vous assure que le ministre que je suis sera à votre disposition, infatigable, jour comme nuit. Il est né un 13 avril 1953 à Dakar et c'est le fils du juge Kéba Mbaye. Abdoul Mbaye, un banquier qui a occupé les fonctions de directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, de la Banque sénégalo-tunisienne et de la Tijari Banque du Sénégal avant d'être nommé chef du gouvernement le 3 avril 2012. Le Premier ministre est diplômé de l'École des hautes études commerciales de Paris, de la Sorbonne et de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Abdoul, effectivement, ça fait 40 ans puisque nous nous sommes connus en 1973. Moi, je venais d'être diplômé du MBA HEC. Donc, je sortais du campus de Juillet-en-Jogas. Quand lui rentrait dans le campus, en première année de HEC Grande École. Il était tout jeune, il avait 20 ans. Des moments forts, il y en a eu plusieurs, essentiellement au sein du club HEC, qui est un club qui regroupe des diplômés d'HEC et d'autres chefs d'entreprise.
Abdoul est un des créateurs de ce club. Il en a été le premier président. Et je dois dire qu'au sein de ce club, il a fait preuve d'un leadership incontestable. Et le plus important, c'est qu'il a su toujours élever le débat sur des questions très ardues, comme qui tournent autour de la réussite en gestion, les problèmes qui interpellent notre société, la confiance en soi dans ce que l'on fait. Et je garde de ces échanges que nous avons pu avoir dans ce club des souvenirs très forts. Abdoul Mbaye, un homme réservé, timide pour certains. Alors, sa timidité, en fait, c'est plus de la réserve, parce qu'il se méfie des gens. En fait, c'est ça. Mais dès que vous le connaissez et qu'il vous estime et qu'il trouve en vous des qualités, mais il est très exigeant. C'est-à-dire, c'est ça son problème. Ensuite, quand il dit, il est d'une rigueur telle que quand il vous dit oui, Abdoul Mbaye, il fait ce qu'il vous dit. Mais quand il veut vous dire non, il ne met pas les formes souvent. Et c'est ça qui lui crée des ennemis. Parce qu'il s'arrache quand il vous dit non. Il sait que ça lui fait mal de vous dire non, donc il ne le dit pas avec le sourire. Alors les gens pensent que donc qu'il est antipathique quand il leur dit non. Alors donc, durant toute sa vie, comme je vous dis, il règle sa vie comme il montre. Une timidité qui l'empêche pas de faire valoir ses atouts avec son physique de bel homme et son visage au très fin. Moi, je l'appelle entre nous le semeur, je pense, parce que je peux me permettre, je suis son ami. Je l'appelle d'ailleurs en espagnol le sembrar. Sembrar en espagnol, ça veut dire semeur. Il aime être toujours très bien sapé, donc avoir une démarche de star. Abdoul Mbaye, un intellectuel polygame, une situation qui a surpris ses proches. Justement, il y a tellement de filles qui ont défilé dans son bureau quand il était directeur général. Il venait dire à son père, papa, il y a telle fille qui est venue me voir en me disant qu'il m'aime depuis qu'elle est petite. Enfin, c'était des jeunes filles, parce que nous, on commençait à travailler, c'était des filles qui étaient soit à l'université, soit au lycée. Son père lui disait, mais c'est facile d'aimer un directeur général. Alors, mais il disait, ah non, moi je ne suis pas fait pour les polygames. Mais Abdoul a refusé les plus belles filles de Dakar. En Allemagne également, on allait en Allemagne. On a vu des filles de milliardaires qui étaient très jolies, qui faisaient la cour. Mais Abdoul disait non, moi je n'épouse pas, j'irai épouser. Et puis il disait toujours qu'il ne sera jamais polygame. Et son petit frère Tidiane qui le chahutait quand il a été polygame, lui aussi est devenu polygame. Donc bon, quand Dieu prescrit quelque chose, je crois qu'il vaut mieux ne pas contester cela. Le Premier ministre est un inconditionnel de la salsa. Abdoul est quelqu'un qui aimait bien danser. Et nous sortions souvent ensemble pour aller danser. Nous avons passé chez moi, à mon domicile au Point E, des réveillons mémorables où il dansait de 11h du soir à 6h du matin. C'est un homme très jovial, très gai quand il est dans l'intimité. Il aime bien se défouler en dansant. Et nous l'aimions tous d'ailleurs, nous étions tous de très grands danseurs. Mais Abdoul était particulièrement un très grand danseur. Voilà. Alors, si vous voulez voir le beau sourire du Premier ministre Abdoul Mbaye, mettez-lui du Pacheco ou du Aragon, il ne résistera pas. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation paradoxale et qui montre que le gouvernement et une partie de la population ne parlent pas le même langage? Quand le président de la République dit que le Sénégal n'a jamais été aussi liquide que maintenant, certains disent que l'argent ne circule pas, que dëkk bi dafa makki, que ça ne bouge pas, qu'il y a un immobilisme. Je vais d'abord commencer par confirmer la liquidité de notre économie. Il faut savoir qu'entre les mois de mai 2012 et mai 2013, la masse monétaire du Sénégal a cru de près de 7%, 6,8% très exactement. Ça, c'est de la réalité. Par contre, je me suis intéressé à cette notion de l'argent ne circule pas. Parce que c'est quand même curieux. Au début, j'ai d'ailleurs considéré que ça correspondait peut-être à un concept économique.
ou financier. Finalement, c'est de la sociologie. Parce que quand vous interrogez certaines personnes qui tiennent ce propos, elles vous disent oui parce qu'on ne distribue plus. Parce que c'est ça le problème. L'argent dont on parle et qu'on ne voit plus en circulation, c'est l'argent qui distribuait. Et je dis qu'on ne distribue plus. Redistribuer peut-être. C'est différent d'ailleurs. C'est différent. D'ailleurs, je vous rappelle qu'un homme politique connu a reproché au Premier ministre et au ministre des Finances d'être des anciens banquiers, donc d'être assis sur l'argent, de ne pas laisser sortir l'argent. Cette période au Sénégal, elle est révolue. La distribution de l'argent, c'est terminé ça. L'argent va sortir en contrepartie de services faits, en contrepartie de marchés gagnés dans la transparence, dans la plus totale objectivité. C'est cela l'une des démarches fondamentales de rupture que le président Macky Sall a apportée. Par contre, il y a de la redistribution. Là, on parle d'économie et de social. Le président Macky Sall a le souci de trouver des solutions aux fractures qui existent au sein de la société sénégalaise et notamment en faveur des plus démunis. Qu'il s'agisse du monde agricole, des personnes qui vivent de l'agriculture, qu'il s'agisse des femmes, des jeunes, des personnes les plus vulnérables. Donc là, il y a de la répartition, comme disent les économistes. C'est pourquoi vous ne verrez pas vous verrez très souvent les éleveurs, en tout cas moi je le constate à chaque fois qu'on les réunit, se réjouir de ce qui a été fait en 2012 en faveur de leurs élevages. C'était de la distribution, mais de la distribution au sens économique du terme, c'était de la répartition. Les paysans également ont considérablement apprécié tout ce qui a été fait en leur direction pour leur permettre d'aborder la campagne 2012 de la manière la plus sereine possible. Et il y a également des projets importants comme celui des bourses familiales. Là, tout est très ciblé. Et cette notion de ciblage est très importante. Le président Macky Sall réclame que toute l'aide que le gouvernement délivre sous forme de transfert définitif aille vers les personnes qui doivent le recevoir. Nous avons trouvé une compagnie qui avait en charge, sous forme de monopole, la production de sucre, mais qui avait également un monopole de fait sur l'importation du sucre. La compagnie sucrière sénégalaise. La compagnie sucrière sénégalaise. Vous hésitez à la nommer? C'est une compagnie, elle est seule. Donc, même quand on ne la nomme pas, on sait de qui il s'agit. La compagnie sucrière du Sénégal. Nous avons considéré que ça n'était pas chose normale, d'autant que des importateurs sénégalais étaient prêts à importer et à mettre sur le marché du sucre à un prix moindre. Donc, on est tout de suite allé dans cette direction et on a fini par considérer que la compagnie sucrière devait plutôt s'occuper de production et le marché de l'importation devait être laissé aux Sénégalais. Nous avons mis en place un système, sachant qu'il faut préserver quand même la production nationale, parce que c'est cela qui nous intéresse. Il faut préserver l'investissement dans l'agriculture, donc la production locale de la compagnie sucrière est quand même protégée. Et nous encourageons, nous appelons de nos voeux d'autres producteurs, nationaux en particulier ou pas, mais de l'investissement pour permettre au Sénégal demain de pouvoir être autosuffisant en sucre et donc de développer l'emploi. L'UNACOIS dit qu'elle est prête non seulement à prendre cette production de la compagnie pour la revendre, mais aussi à installer même une deuxième usine de sucrerie. Mais nous ne demandons que ça. Nous sommes totalement ouverts. Que l'UNACOIS se rapproche, comme ils ont eu à signer avec nous, qu'ils montent un projet et ils peuvent être certains que nous serons à leur côté pour soutenir de telles initiatives. Le Sénégalais est toujours mécontent, il est surtout particulièrement impatient. On a l'impression, quand on vous écoute, que nous sommes là depuis 10 ans et que nous n'avons pas encore mis en marche l'économie sénégalaise. Nous n'avons pas encore fait 2 années, pourtant les choses bougent et je suis obligé,
pour montrer qu'elle bouge, de faire recours à des indicateurs, parce que c'est eux qui ont un caractère global. Mais au-delà de cela... Vous avez fait 2 ans, il vous reste combien? Ça, ce n'est pas une question qu'il faut me poser à moi, il faut la poser à Monsieur le Président de la République. Si vous vous adressez au Premier ministre. Par contre, si vous vous adressez au Président de la République, il est là pour... Question au Premier ministre qui est ici présent. Vous savez, j'ai l'impression, et je ne comprends pas pourquoi, vous savez, je suis le 13e Premier ministre du Sénégal. 6 avant la première alternance, 6 pendant la deuxième alternance. Les choses se sont accélérées manifestement. Ça a duré 12 ans, 6 premiers ministres, 2 ans par Premier ministre, disons, durée moyenne. Je ne vois pas pourquoi on veut coûte que coûte considérer que mon bail se prolonge alors que je n'ai pas encore fait les 2 années de moyenne. Bon, à moins qu'il y ait des éléments particuliers qui puissent m'être reprochés, mais je ne comprends pas cette sorte d'acharnement. Mais je suis révocable ad nutum, comme je l'ai toujours été depuis que je suis directeur général d'entreprise, et ça a commencé à 29 ans. Donc je sais qu'à tout moment, je peux partir, c'est le propre de la fonction que je... Mais pas de lettre de démission dans votre poche. Pardon? Comme disait un Premier ministre qui avait tout le temps sa lettre de démission dans sa poche. Vous ne l'avez pas? Comme j'écris vite, je ne l'ai pas forcément dans ma poche. Très bien. Nous avons trouvé en 2012 un parc de production de 508 mégawatts. Après plus d'un siècle d'introduction de l'électricité au Sénégal. En 5 ans, le président de la République retient d'ajouter 580 mégawatts. 585 même mégawatts. Voilà la réalité. Vous aurez 300 mégawatts à Africa Energy, vous en aurez 80 venant de Mauritanie, vous en aurez 125 à Sendou 1, 70 à Taïbandiaï, pour ne citer que cela. Et à des conditions compétitives. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, nous avons trouvé une électricité qui coûtait 170, 180 francs le kilowatt, qui était revendue à environ 178 francs, c'est toujours le cas. Imaginez la perte. L'État qui intervient à 120 milliards l'année dernière pour soutenir l'électricité, pour éviter l'augmentation du prix. Voilà le genre d'économie, M. Kama, qu'il faut réaliser pour réduire nos sur le coût de production de l'électricité. Et sur le coût de production, l'objectif, c'est de le ramener à un niveau convenable par un mix énergétique. Et nous considérons que nous pouvons atteindre les 66 francs, en tout cas inférieur à 80 francs de manière très nette, d'ici à 4-5 ans. Le Sénégalais qui paye sa facture d'électricité voudrait vous entendre vous engager sur une éventuelle baisse du prix de l'électricité, par exemple. Jusqu'ici, votre gouvernement a peur de dire quelque chose de précis là-dessus. Écoutez. C'est le FMI qui vous pose cette conditionnalité. Mais ce n'est pas le FMI. La réalité économique aurait voulu que le kilowattheure qui coûte 118 francs aujourd'hui, au consommateur, disons le prix payé par le consommateur, soit payé au moins 200 francs. Au moins. C'est ça la réalité. La différence est prise en charge par l'État. Convenez quand même que nous devons d'abord éliminer cette différence prise en charge par l'État avant d'en venir à baisser le prix au niveau du consommateur. Donc, je puis vous dire que dans le court terme, c'est-à-dire dans les 5 ans, 4 ans, 5 ans, il n'est pas envisageable de baisser le prix de l'électricité. Sauf si le baril du pétrole revient à 25 $. Au moins les Sénégalais ont entendu cette fois-ci quelque chose de précis. L'éducation est une priorité. La preuve, regardez tout le temps qu'on lui consacre. Comme vous le savez, les assises de l'éducation sont en train d'être préparées. Donc les assises de l'éducation avant l'enseignement supérieur. Celles de l'enseignement supérieur ont été tenues. On y a consacré beaucoup de temps. On y a consacré un conseil présidentiel. Le président de la République n'a présidé que 3 conseils présidentiels à ce jour.
Et celui consacré à l'enseignement supérieur en fait partie. Donc c'est quand même, on ne peut pas dire que ce n'est pas une priorité, bien au contraire. Et comme vous le savez, des investissements considérables sont en train d'être mûris, allant dans le sens d'une métamorphose totale du système éducatif du Sénégal, non seulement, comme je le disais tout à l'heure, pour en faire un moyen de mettre en adéquation la formation de nos étudiants et les besoins de notre marché, les besoins des entreprises, mais on souhaite transformer le Sénégal en hub de services éducatifs. Concernant les loyers, bon, le principe de base, c'est une situation de marché, d'offre et de demande. Mais il appartient à l'État d'introduire des mécanismes de régulation. Ces mécanismes existent, ils ne sont pas suffisamment connus. Il y a d'abord un effort à faire en la matière. Il faut que ceux qui payent les loyers sachent qu'ils peuvent être protégés contre des hausses indues en ayant recours à la loi, en s'adressant aux administrations concernées. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la vraie solution, la vraie réponse au problème des loyers, c'est le développement de l'habitat. Lorsqu'il existera en nombre suffisant, lorsqu'on sera moins concentré sur un centre-ville aussi réduit, où tout le monde cherche à avoir la place, lorsqu'on aura résolu le problème du transport, donc on l'aura facilité, lorsqu'on aura, et cela il faut le savoir, c'est un projet important du président de la République, autre priorité, la correcte urbanisation du développement de Dakar vers Diamniadio, avec des axes routiers, l'autoroute à péage, le futur train qui va se mettre en place. Les Sénégalais, les Dakarois, pourront habiter à Thiès lorsque l'autoroute ira jusque-là, venir rapidement à Dakar, et à ce moment-là, vous le verrez, les loyers deviendront rapidement raisonnables. Il faut également, sans aucun doute, que le financement de la construction, comme y parvient de manière remarquable la Banque de l'Habitat, en allongeant la durée du crédit, etc., et en abaissant les taux, puisse également entrer en ligne de compte. Sur Hissène Habré, j'ai dit ce que j'avais à dire le 26 décembre 2012 devant la représentation parlementaire. Je n'ai vraiment plus rien à... Vous ne serez jamais... Par contre, oui. Je crois que j'ai pris rendez-vous quand même avec ceux qui n'ont pas peur que le ridicule les tue, lorsque l'information sur les dépôts éventuels sera connue. Et vous ne risquez pas de comparaître à la barre, ne serait-ce qu'à titre de témoin, si procès devait y avoir dans l'affaire Habré? En tout cas, si jamais ça devait arriver, cette lettre de démission dont vous parlez, à ce moment-là, elle aura été rédigée. Avez-vous une ambition présidentielle? Vous savez, je n'ai jamais eu l'ambition de quoi que ce soit, sinon de réussir les missions qui me sont confiées. Je suis Premier ministre, je n'ai jamais cherché à l'être. J'ai été plusieurs fois directeur général, président-directeur général de banque. Je n'avais jamais cherché à le devenir. Par contre, lorsqu'on me confie une mission, j'y vais à fond. Et même je en tâche vous de la rasant, réussir. vous ne vous voyez pas président, comme disait l'autre? Ce que je sais, c'est que je suis au service d'une ambition présidentielle qui est celle de son Excellence le Président Macky Sall. Il est là pour 5 ans. Premier ministre ou pas, prenez bonne note de ce que je vous dis. Je l'aiderai à se faire réélire et à rester 10 ans. Alors, au bout de 10 ans, moi, je serai suffisamment vieux pour aller cette fois définitivement à ma retraite dont on m'a tiré il y a quelques années. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être venu aux Affaires de la Cité et peut-être prochainement le Président de la République sur ce plateau. Merci à vous, cher public. Merci à mes chers confrères. Bonsoir.